Le premier sujet véritablement inscrit sur la table de débat ce dimanche sur Info TV porte sur la modification de la Constitution au Cameroun. Nous allons évoquer les enjeux mais également les implications de cette réforme constitutionnelle. Mais avant de repasser la parole à nos invités sur ce plateau, je vous propose de suivre cette attitude d'un cacique du RDPC, l'honorable René Zenguele. C'était au Parlement camerounais hier. La précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. La manipulation des institutions, les scrutins, est une maladie qui tue les États africains. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait. Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme. En regardant la manière dont nous organisons cette affaire, la précipitation est à son comble. Alors qu'il s'agit d'un sujet d'une très grande importance. Je suis très heureux de participer à cette réunion parce que, à hasard de calendrier, fortuitement ou volontairement, on nous fait travailler pendant la semaine sainte. Jeudi, vendredi, samedi saint, et demain, le Seigneur sera ressuscité. Et nous aimerions que, au sortir de ce congrès, le Cameroun soit ressuscité. Mais ma volonté, à elle seule, ne suffit pas. Les partenaires, les artisans du Congrès doivent nous permettre. Professeur Mathias Erico Owenangini, vous êtes politologue, je le souligne avec grand trait. Vous avez suivi l'attitude d'un cacique du RDPC qui pense que la précipitation avec laquelle cette modification a été menée au niveau du Parlement, cette précipitation selon lui est suspecte. Votre regard? Merci de me donner la parole. L'honorable René Zenguele s'est exprimé sur la réforme qui était en cours et à ce moment-là discutée par le Congrès, c'est-à-dire la composition formée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il a donné son avis sur le processus. Mais il faut savoir que ce qui est essentiel dans un tel processus, c'est le vote. Les différents acteurs, en tant que membres du Congrès, peuvent exprimer leur position. Soit ils sont favorables, soit ils sont défavorables. Mais ce qui est déterminant, c'est le vote. Une fois donc que la réforme est soumise au vote, quelle est l'option qui l'emporte? Est-ce que c'est l'option qui conteste ou est-ce que c'est l'option qui approuve? Bien entendu, au vu du rapport de force politique, c'est l'option qui approuvait la réforme qui s'est imposée. Maintenant, quand il parle de précipitation, est-ce qu'il y a pour ce genre d'initiative des contraintes en termes de calendrier et en termes de timing et en termes de gestion du timing? Non. Les autorités qui sont susceptibles d'initier un projet de révision ne sont pas inscrites dans des contraintes temporelles. C'est en fonction
de l'orientation qu'elles se donnent, qu'elles peuvent initier un projet de révision. Ces autorités sont le président de la République ou le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, la procédure a été strictement respectée et la substance du droit qui est inscrit dans la loi fondamentale est substantiellement respectée. Pour l'instant, je ne développe pas, mais j'aurai l'occasion de revenir sur le respect et des aspects procéduraux et des aspects substantiels. Merci, professeur Onangini, professeur Nkumvondo. Allons justement dans les détails de cette réforme constitutionnelle au Cameroun. Il est écrit que le vice-président, qui verra donc le jour une fois qu'il est nommé, parce qu'il faut également signaler qu'il sera nommé par le président de la République, et c'est le même président de la République qui peut également le révoquer, entre guillemets. En cas de vacances pour multiples raisons, c'est le vice-président qui assurera l'intérim et qui deviendra le président de la République. Beaucoup pensent qu'il y aura donc un problème de légitimité, puisque lui, le vice-président, il n'a pas été élu. Le regard du juriste que vous êtes. Avant le regard du juriste, il y a le regard du citoyen. Le regard de l'homme politique que je suis, que vous m'avez présenté comme étant le leader du parti Univers. Et je suis un peu gêné que vous alliez avec moi au fond, alors que vous avez très bien lancé le débat à partir de la forme, en nous présentant les propos de celui que vous avez l'honorable René Zenguele de classique. Tout à fait. Et moi je dirais sur ces questions de forme, qu'on ne s'y laisse pas du tout tromper. Nous venons de vivre là, dont hier, d'ailleurs j'étais assis dans mon fauteuil et je regardais ces choses-là avec des pop-corn à côté. C'est une tragicomédie que nous vivions. Ah bon? C'est du théâtre. Et ce que vous venez de montrer là, c'est du théâtre. Vous avez là, je parle de l'image que vous avez présentée. René Zenguele est un grand comédien. Ça en a tout l'air, en tout cas. En ce qui me connaît, et c'est mon opinion. Libre aux uns et aux autres d'avoir leur opinion sur la question. Vous avez là un monsieur qui est au Parlement parce qu'il a été nommé. Vous savez très bien que c'est par décret du président de la République qui s'est retrouvé au Sénat. Zenguele. Un nommé qui porte la parole pour s'opposer à la nomination de vice-président. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est du théâtre. Dans ce jeu théâtral, on a véritablement l'impression qu'on a bien choisi les acteurs. Et Zenguele, dans cette affaire, a été choisi pour être le Lucifer dans la pièce de théâtre qui se joue. C'est-à-dire le bon diable, pour emprunter une expression que les Camerounais affectionnent bien. Professeur, il faut bien que nous allions au Parlement et donner les... C'est moi qui parle. Oui. Allez lui donner la parole si vous voulez. C'est moi. Non, je vous pense. René Zenguele a un certain âge. Il a un certain cursus. Vous pensez qu'il peut accepter jouer ce genre de rôle alors qu'il est face à l'histoire? Je vous dirais même qu'il est coutumier du fait. Vous voulez revenir en 2011? Ah, je ne vous le fais pas dire. Pour donner l'impression qu'au sein du RDPC, on est libre de challenger le grand champion, on fait de Zenguele celui qui va lever le doigt pour dire qu'il est candidat, sachant bien que ça ne peut rien donner. Comme il a tellement bien joué son rôle, il a été récompensé par un décret. Et on lui a dit, tu sais très bien jouer, avec ton âge, tu feras un peu plus sérieux. Eh bien, nous allons montrer à la face du monde que même au sein du RDPC, il peut y avoir débat. On a souvent décrié les hautes instructions au sein du parti, la discipline du parti, montrant à la face du monde que on peut être du RDPC, nommé par Paul Biya, le champion du RDPC, et s'opposer
à un texte déposé pour validation au niveau du Parlement. C'est ce rôle-là que Zengele est venu jouer. Écoutez les applaudissements. Mais vous voyez la contradiction qu'il y a entre l'applaudimate et le nombre de voix, finalement, c'est du théâtre. Regardez aussi le décor dans cette salle de spectacle. C'est-à-dire, on a transformé notre Parlement, la salle du Parlement, appelée de façon la plus ubiesque Palais Paul Biya. Ok, allons-y. Vous avez au centre du mur, dominant toute la salle, d'un Parlement, le chef du pouvoir exécutif. On nous dira oui, il y a sa place en sa qualité de chef de toutes les institutions. Mais ayons un peu de la réserve lorsqu'il s'agit de planter le décor dans un Parlement. Il est indécent que pour un pouvoir qui doit être un contrepoids au pouvoir exécutif, que l'image, la photo du chef de l'exécutif, qu'on doit contrôler, même si c'est pour la forme, trône sur les têtes de tous ceux qui sont là-bas. Il fallait montrer évidemment qu'il y a, pour cette pièce de théâtre qu'on aurait bien pu intituler La démocratie au royaume du Dieu Paul Biya. C'est, pour moi en tout cas, le titre qu'on aurait pu donner à cette pièce de théâtre. Et le texte qui se jouait de ce côté-là pourrait bien être tiré de l'évangile, d'une Bible écrite par des créatures de Paul Biya, traduction juridique, projet de loi. On ne s'y oppose pas. On accepte ce qui a été dit parce que ce qui vient de la Bible inspirée par Dieu Paul Biya, on ne discute pas, on vote, on n'enlève pas un seul mot, on ne change pas un seul mot. À la limite, l'assistant metteur en scène peut venir corriger quelques fautes d'orthographe, quelques fautes de grammaire, pour donner l'impression que on peut quand même corriger un texte qui venant tiré de l'évangile, sorti de la Bible, qui n'est pas écrit par Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas écrit. Ce sont les créatures de Dieu qui écrivent la Bible de Dieu, inspirée donc de Dieu. C'est pour dire que un peu de votre pièce de théâtre. Nous plantons le décor, oui, et pour dire que tout cela se fait à la barbe du peuple camerounais, qui malheureusement ne semble ne pas avoir pris conscience de ce que c'est son destin qui est en train de se jouer sous la forme d'une pièce de théâtre. Et pour finir, permettez-moi d'appeler ici Aimé Césaire qui, à travers son personnage célèbre, le roi Christophe, qui a même existé, disait en s'exclamant « Pauvre Haïti », j'ai envie de dire « Pauvre Afrique ». D'ailleurs, c'est la même chose. Permettez-moi donc de dire, en paraphrasant cet illustre écrivain, « Pauvre Afrique, oh, pauvre Cameroun ». En réalité, ce n'est que la même chose. Merci professeur Prosper Nkoumvanda, professeur Massanga Yamding. Je reviens sur la question que j'ai posée au professeur Nkou. Oui, il n'a pas répondu, je la reprends. Oui. Je veux qu'on aille un peu plus en profondeur, hein, professeur. Oui, je vais le faire. J'ai lu le texte, et le texte dit quelque part que le vice-président, si jamais il y a une vacance à la tête du pouvoir pour multiples raisons, démission, et ainsi de suite, c'est lui qui devient le président de la République et il prête serment. Beaucoup estiment qu'il aura un problème de légitimité, puisque pour le Cameroun, on dit que pour gouverner, pour être chef de l'État, vous passez par une élection. Votre regard? D'abord, je voudrais aborder une casquette pure de juriste. J'irai même plus loin de juriste anthropologue. Vous savez, l'anthropologie, anthropos, c'est l'homme, logos,
ces sciences qui étudient l'homme et arriment les comportements des États à leur réalité socio-culturelle. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Dans ce séjour scientifique que je traîne au sein du LAJP, où je suis membre du conseil scientifique depuis 25 ans, à l'Université de Paris 1, j'ai découvert que Nkumbondo était membre de ce laboratoire. Et d'ailleurs, je lui ai dit en off que, mais tiens, mais je ne savais pas que tu étais aussi, comme moi, un disciple de roi et la Lyon. Il m'a dit, mais oui, j'ai bien soutenu et travaillé aussi quelque part ma thèse, le droit avec le roi. Donc, je crois que... Je suis anthropologue du droit à la base. Anthropologue du droit, c'est-à-dire que... C'est ce du laboratoire d'anthropologie de Paris. Notre grand laboratoire, on me l'a confirmé, 14 rue Cujas. Voilà. Donc, je pense que quand on regarde cela, nous sommes, pour répondre directement à votre question, dans la recherche de deux choses. D'abord, la consolidation de l'État. Vous savez, nos héritiers, je ne voudrais pas tous les citer ici, Alliot et les autres nous ont toujours dit que on peut consolider un État par le droit, on peut aussi consolider un État en arrimant les pratiques à nos réalités propres. Je constate donc que, je vais très vite pour ceux qui nous écoutent, nous sommes dans les systèmes politiques africains où, sur la seule projection de l'institutionnalisme, vous savez, l'institutionnalisme, c'est le relégat des partisans du droit positif. C'est-à-dire ceux qui vont toujours chercher qu'est-ce qu'a dit le droit, qu'est-ce qu'a dit la norme, et ils ont souvent tendance à ignorer les pratiques. Et si vous faites donc une historicité objective, au regard de la dernière élection présidentielle, on a vu les armes où les Camerounais ont perdu la vie. Si nous allons chercher très loin, le corps d'Anissé Kané est encore là. Si nous allons regarder dans la pratique gouvernementale, il y a des dissensions très fortes avant l'élection présidentielle qui ont opposé vertement les pontes du régime. Rappelez-vous des grands conflits qui opposaient ouvertement le ministre d'État Famin Dongo au ministre René Sadi. Quand on vient dans un plateau comme celui-ci, je dois le dire, pour qu'on sache aussi que d'autres aussi sont prêts pour comprendre qu'on doit stabiliser cet État. Et puis, rappelez-vous aussi du courage affirmé par le ministre René Sadi lorsqu'il y a eu la grande consultation du Sud, lorsqu'il avait en face de lui aussi le très respecté ministre Sadi qui lui a dit, quelque part, à son hôte de la présidence, que ce n'est pas sûr que c'est le président qui vous mandate. Donc, on peut aller plus loin. On est arrivé à ce niveau de doute. Alors, si on arrive donc à cela, il était temps qu'on stabilise l'État. Oui, je ne vous dis pas, la loi a dit que, l'autre a dit que, la légitimité, la pratique. Nous sommes dans les systèmes politiques africains. Le président Biya a observé, en 2007, souvenez-vous, lorsqu'il s'est retrouvé devant France 24, il a dit, le Cameroun n'est pas une monarchie. Moi, j'aime réfléchir sur les non-dits. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de revers? C'est qu'à un moment donné, le sage Paul Biya a compris que ses objectifs étaient confisqués par des personnes à qui il a donné l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire, mais ils se sont beaucoup plus préoccupés à la prise du pouvoir. Ça veut dire que la vacance, je reviens donc sur le fondement essentiel de ce texte. La vacance était une période d'errement, une période de mutilation de notre stabilité. Et il s'est dit bien, en place et lieu de la vacance, parce que c'est lui qui est responsable, il est garant de l'unité du pays, il est garant au niveau territorial de la garantie de notre territoire. Et vous voyez qu'il s'est dit bien, après 43 ans d'expérience, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs. Et n'est-il pas temps que je revienne sur une décision fondamentale en prenant mes responsabilités, parce qu'une vacance peut nous coûter cher. Attendez un peu, professeur. Oui. Au niveau du Cameroun, oui, en l'état actuel des choses, oui, lorsqu'il n'y avait pas encore l'institution, la mise sur pied d'un poste de vice-président, oui, la constitution était claire, je ne vous apprends rien. Oui. En cas de vacances, c'est le président du Sénat qui prenait la relève. Bon, en anthropologie, pourquoi vous parlez d'errement? Alors, je vais être clair, mais scientifiquement rigoureux.
Il y avait ce qu'on appelle, si nous prenons l'article 6, d'ailleurs je vais vous accompagner, alinéa 6, ce qu'on appelle l'intérimat présidentiel. C'est-à-dire l'intérimat, c'est que le président n'est plus là, il y a un intérimaire pendant un certain nombre de jours, je crois 90 jours, qui mijote quelques exercices à l'effet de voir s'il peut se présenter ou présenter un autre. Or, la dimension juridique, et je dirais toujours, et là j'interpelle mon collègue anthropologue du droit, la dimension anthropologique copernicienne. Parce que vous savez, Copernic, c'est quelqu'un qui est venu, il s'est levé, il a dit, la Terre tourne autour du Soleil. Alors on lui a dit, non, ce n'est pas vrai. On l'a pendu à Galilée. Et la dimension copernicienne est que les Camerounais doivent bien faire la différence entre la vacance, qui ne va plus exister au Cameroun, et l'intérimat présidentiel. Ça veut dire le président n'est plus là, il est empêché ou démission, on a un président. Et voilà pourquoi ma question est claire. Oui. Le nouveau président qu'on aura donc sur cette forme-là, c'est-à-dire il y avait un monsieur qui était vice-président, qui a été nommé par le président de la République. Le président ne peut donc plus exercer ses pouvoirs. Oui. Le vice-président prend donc les règnes. Entre-temps, qui a élu ce vice-président qui devient président de la République? Est-ce qu'il y aura donc un problème de légitimité en s'appuyant toujours sur la Constitution? Professeur, c'est la même Constitution qui dit que le président de la République du Cameroun est élu. Écoutez, vous m'envoyez justement sur ce que j'ai commencé par critiquer. La perception occidentalo-centrée des institutions. Je crois que ce que vous faites bien aujourd'hui, c'est que vous avez invité des enseignants. Et mieux encore, je crois que nous sommes tous ici 3 professeurs titulaires des universités. Tout à fait. Donc il faut comprendre que nous sommes dans le système politique africain et je vais vous expliquer pour répondre techniquement encore à votre question. Et en chutera. Vous savez, il y a eu un débat que Koumvondo, qui est anthropologue du droit, connaît bien, entre Émile Durkheim, à une certaine époque, qui est l'un des pères du fonctionnalisme. Et ce débat l'opposait, en son temps, à quelqu'un qui connaît bien Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski, c'est ça. Alors, les deux sont fonctionnalistes. Vous savez, le fonctionnalisme, c'est l'observation de la gouvernance par les fonctions et par le rôle que chacun joue dans la société. Alors, Durkheim dit, la fonction pour moi et sa force, c'est l'institutionnalisme. Mais Malinowski vient lui dire non, c'est la pratique. Donc au Cameroun, on voit les dangers, on voit les comportements des agents de l'État, on voit le comportement de ceux qui ont le pouvoir. Et à un moment donné, si nous nous appuyons sur Malinowski, il dit mais non, c'est la pratique qu'on doit juger. Et vous voyez donc un autre chercheur, qui est notre maître pratiquement, nous tous ici, nous avons fait études de droit, y compris Nougat, du verger. Il vient, il institue ce qu'on appelle la pratique fonctionnelle du pouvoir. Vous voyez, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous savez, vous pouvez parler, faire des débats, mais les gens peuvent aussi nous suivre dans les réseaux sociaux, vous allez voir que le père du pouvoir fonctionnel, c'est-à-dire qui met fin aux entraves de la guerre, de la déstabilisation, c'est du verger dans le jeu politique, il est constitutionnaliste. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un président qui vient vous dire quand même que je vous ai compris, je reprends les choses en main, plus de vacances. Merci, professeur. On n'a pas sorti de Sciences Po, de la Sorbonne ou de toute l'école pour comprendre que c'est un mécanisme qui institue une nouvelle forme de gouvernance parce que même dans nos coutumes africaines, le vide ne porte pas bonheur, sous le contrôle de Maître Nougat. Et je crois que qu'on aime Paul Biya ou pas, qu'on aime ces régimes ou pas, eh bien, on est quand même obligé de reconnaître qu'il s'agit d'un système politique qui nous est propre, que vraiment, quoi que l'on en dise, merci, professeur. Il permet à ce pays, enfin, de se stabiliser et à Paul Biya lui-même d'être jugé. Merci. On comprend que le professeur Messanga Nyamding soutient cette réforme constitutionnelle. Je ne soutiens pas, j'explique. D'accord. C'est mon rôle. Vous savez, j'ai décidé ici de garder beaucoup ma touche académique. C'est important. Parce que les touches politiques et autres m'ont coûté trop cher. On va prendre un autre qui a décidé aussi de garder sa touche d'avocat et surtout de juriste devant Dieu, devant les hommes. Lui, il y a trop de touches sur ce plateau.
plateau, c'est dommage. Alors, Maître Mouga, nous avons suivi certains hommes politiques qui ne mâchent pas leurs mots pour dire que ce qui vient de se passer au Parlement camerounais est tout simplement un scandale. On aura tout simplement assisté à un coup d'État constitutionnel et même institutionnel. Écoutez, je pense que ceux qui l'ont fait sont en retard. Depuis 1958, le Cameroun, et je crois que j'ai déjà essayé de discuter ça sur vos plateaux, le Cameroun n'est pas fait par les Camerounais, c'est-à-dire les populations du Cameroun. Il est fait par qui? Il est fait par le colon, le colonialiste. Le colon est parti depuis, hein? Mais oui. Et c'est ça, le colon, il est parti, mais en réalité, il n'est pas parti. Je n'ai vu aucun colon au Parlement hier. Je vais vous dire, il n'y avait au Parlement que les colons. Prenons l'exemple du ministre Zengele. Oui. Excusez-moi, je n'arrive pas à l'appeler sénateur, parce que j'étais tellement habitué à l'entendre ministre. Toute ma jeunesse, c'était le ministre Zengele. Il fait partie des gens qui ont suivi de manière assidue la justification des assassinats systématiques des leaders d'opinion, des leaders politiques de post-indépendance. Ils ont rejeté un système politique qui pourrait être mis en place par les populations du Cameroun. Ils ont accepté le système politique qu'on a aujourd'hui et que la terre entière, les professeurs aussi sont là, ont appelé le présidentialisme. Quand on lit Duverger, vraiment, le présidentialisme, il parle du président. Non, c'est pas le président. Si, il parle du président. Il parle du président. C'est Jiquel qui parle du présidentiel négro. C'est pour ça que vous voulez dire. Duverger ne parle pas du présidentialisme tel que nous l'appliquons. C'est plus tard qu'on a trouvé un système qu'ils ont appelé le présidentialiste. Parce qu'il y a le système présidentiel. Et en Afrique, on l'a appelé le système présidentialiste. Un système en réalité qui fait une sorte de monarque. Il fait du président un monarque. Le monarque fait tout ce qu'il veut. C'est le cas du Cameroun? C'est exactement le cas du Cameroun. C'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée. C'est-à-dire, le monarque a décidé que les... C'est pour ça que je dis, ceux qui crient sont en retard d'une guerre, au moins. Parce que ce système a été reproduit en 90, 96, en 82, oui. En 96, la dernière, et puis 8 janvier 1996. Oui. Et si nous avons connu cette réforme en 2008. C'est le même système. La seule manière pour ces gens dont je soupçonne qu'ils sont des opposants ou qui se prétendent opposants, c'est de prendre au sérieux les élections législatives et de décider de battre le soutien principal de ce présidentialisme à l'Assemblée nationale. Ils le battent, ils prennent la direction de la législation nationale. Donc, quand les gens crient qu'on a eu machin truc, en réalité, pour moi, je suis désolé, parce que je suis aussi opposant, je suis désolé, ces gens-là, ils montrent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ce ne sont pas des gens à la hauteur. Les gens, quand il faut aller aux élections, chacun cherche son frère ou son cousin, on balaye le discours, on achète les médias, on cherche de l'argent pour acheter des électeurs, sans dire aux Camerounais l'enjeu fondamental des institutions et ce que nous pouvons tirer des institutions. Donc, vraiment, je suis désolé de le dire de cette manière, mais je vous assure que ça va continuer si on ne le dénonce pas. Nous qui voulons faire la vraie opposition, une opposition patriotique et nationaliste, nous qui voulons faire cette opposition, on est énormément déçus.
Très bien. Du déficit du discours, du déficit d'organisation, du déficit de projection programmatique. Il n'y a rien. Chacun veut remplacer Paul Biya. Chacun veut devenir président de la République. Tout à fait. Sans programme, sans projet, sans rien. Et c'est entretenir ce système politique. Parce qu'il faut sortir de ce présidentialisme pour envisager, je ne sais pas moi, un parlementarisme. On peut décider de faire du parlementarisme. Ou encore, et c'est là où je vais être en porte-à-faux avec les professeurs, pour dire le constitutionnalisme anthropologique doit être envisagé. Mais c'est ce que j'ai dit. Si je suis d'accord avec des professeurs. Non, mais ce ne sera pas avec... Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord, mais ce ne sera pas avec... Avec les thèses Durkheim, avec les thèses... Parce que ici en Afrique, en Afrique, professeur, nous avons des thèses qui sont africaines. Nous sommes d'accord. Noires, s'il faut le dire comme ça, et qui organisent les États. Que ce soit en forme de royaume, que ce soit en forme de... Et des États véritablement démocratiques. Je voudrais parler d'Amadou Ampateba, hein. Dans ma diffusion encore que lui, cette dimension. Si vous me parlez de la charte, on va chuter maître. Vous dites quoi? La charte de Fou, moi aussi j'arrive pas à prononcer. Kurukan Fuga. Si vous me parlez de cette base, de cette charte, tout à fait, je vous comprendrai. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire ici à nos pieds. Et c'est dommage. Il y a un petit ouvrage que le professeur Joseph Oona a écrit. J'ai oublié le titre, mais je l'ai lu, sur le constitutionnalisme africain. Oui. Il nous a donné des voies, des pistes où on peut créer des États africains. Donc je dis constitutionnel et système politique africain. Non, c'est pas celui-là. C'est l'un des derniers ouvrages. C'est l'ouvrage sur les chefferies traditionnelles. Oui, sur les chefferies. Voilà, c'est les chefferies traditionnelles. Je dis que cet ouvrage a des pistes. Il faut les lire. Parce que nous sommes tous, c'est là où je voulais dire que je ne suis pas très d'accord avec les professeurs, nous sommes tous portés vers Durkheim, vers Duverger. Mais monsieur, nous avons des choses qui nous sont propres. C'est compris. Et qui peuvent mieux organiser nos sociétés. Merci maître. Madame Abega, ce matin, nous parlons des enjeux et maintenant des implications de cette nouvelle réforme constitutionnelle au Cameroun. La préoccupation que je vous envoie est celle de savoir si cette modification au constitutionnel ne porte pas atteinte au fondement démocratique. Déjà, je vais parler un peu comme le professeur Nkoumvondo. Là, nous avons assisté au Parlement du rire. Oh là là. Oui. Merci, madame. Parce que c'était une terrible mise en scène. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Hein? Pourquoi? Que les députés de toute une nation, des sénateurs de toute une nation se rassemblent pour parler des choses sérieuses de la République et vous dites que c'est le Parlement du rire. Oui, c'est le Parlement du rire. Parlement du rire parce que si je parle des députés, ils sont encore là parce que c'est la force d'un décret qui les maintient encore au Parlement. Disons qu'il y a un problème de légitimité. Je parle de la force d'un décret. Si je reviens en arrière, je dirais que même dans les mairies, il y a encore des maires et des conseillers municipaux qui sont là par la force d'un décret. Parce que le peuple camerounais ne se reconnaît plus en ces gens. Voilà pourquoi je parle de problème de légitimité. Oui, on dit la même chose. Le peuple ne se reconnaît plus en ces gens. Ces gens ne servent que celui qui leur a donné la possibilité de continuer à siéger au Parlement, donc le président de la République. Parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je veux quand même dire que pour un sujet aussi sensible, aussi important, je pense qu'à un certain moment, il fallait quand même consulter le peuple par la voie d'un référendum. Je ne sais pas, ils vont peut-être nous expliquer. Oui, ils vont peut-être nous expliquer. Mais je crois que quand on instaure le poste de vice-président, ça touche un peu la forme de l'État. On n'avait pas
le vice-président. Est-ce que c'est un changement de nom? Parce que maintenant on parle du secrétaire général à la présidence qui a la délégation du pouvoir, la délégation de signature. Et aujourd'hui on nous parle d'un vice-président nommé et qui à un certain moment aura aussi les prérogatives de nommer un autre vice-président. C'est trop de pouvoir. Maintenant, un vice-président qui sera nommé, la peur, c'est que ce vice-président sera à la solde du président de la République. Le président de la République n'ira pas chercher quelqu'un qui ne maîtrise pas. Le président de la République ira chercher quelqu'un à qui il peut donner des ordres, quelqu'un qui peut lui obéir. Surtout que s'il ne respecte plus ce que dit on va le limoger. Donc, il y a un problème, véritablement un problème de légitimité. Est-ce que le peuple camerounais, en 2026, nous ne sommes plus en 82. En 82, le président de la République actuelle est venu au pouvoir parce qu'il était le successeur constitutionnel. Mais je pense que le président Ahidjo avait eu le temps de préparer ce successeur constitutionnel pendant plusieurs années. Donc, je ne sais pas pourquoi, comment est-ce que cela est né seulement en 2026, parce que nous sortons d'une élection présidentielle en 2025. Le président de la République aurait demandé à son Parlement, parce que c'est désormais son Parlement, de modifier la Constitution sans consulter le peuple, mais de lui donner la latitude de faire un scrutin de liste où il devait proposer son vice-président élu démocratiquement, que ça ne ferait pas bavarder les Camerounais. On aurait eu un vice-président élu en octobre 2025, que ça ne poserait aucun problème. Mais là, à nous imposer un vice-président nommé, après, si ce vice-président ne fait plus comme je dis, je vais l'enlever pour mettre un autre vice-président, on risquerait de se retrouver avec beaucoup de vice-présidents nommés. Et à un certain moment, le vice-président qui aura aussi à qui la Constitution ouvre le boulevard de nommer un autre vice-président, finalement, est-ce que ça, pour nous dire que les suffrages ne sont plus importants, qu'on peut désormais avoir un état de nommer, les conseillers municipaux et les maires nommés, les députés nommés, le président de la République nommé, et peut-être un jour les sénateurs nommés. Donc ça veut dire que la démocratie a pris la démocratie a pris un coup. La démocratie a pris un coup. On se fiche pas mal du peuple. Or le peuple est souverain. Les fondamentaux disent que le peuple est souverain. Mais où est donc passée la souveraineté du peuple? Le professeur Nkombondo a fait allusion aux acclamations que nous avons tous suivies dans le reportage, l'extrait du discours du sénateur Zengele. Mais on a comme l'impression que toute la salle a acclamé ce qu'il disait, mais le vote a dit autre chose, parce que ces gens n'ont... Ça réconforte la thèse oui, c'est la comédie. Ils n'ont plus de compte à rendre au peuple camerounais, parce que le peuple camerounais qui a rendez-vous avec les urnes tous les 5 ans pour voter, et les conseillers municipaux et les maires et les députés ne se reconnaissent plus en ces gens. Donc ils n'ont plus rien à dire au peuple. Le peuple, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, ils ont le compte à rendre au président de la République qui les a nommés. Très bien. Professeur Mathias Eric Owanangimi, le poste de vice-président qui est donc désormais institué au Cameroun, je voudrais d'abord poser la première préoccupation. Quelles implications? Deuxième préoccupation, pour parler en français très facile, ce poste de vice-président vient résoudre quel problème au niveau du Cameroun? Merci de me donner la parole. Avant de répondre de manière spécifique à vos questions, je vais vous lire la Constitution du Cameroun en certaines de ses dispositions. Article 2, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc, la logique qui a été choisie est conforme à la Constitution. Sur le problème de légitimité qui est posé, article alinéa 2
les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect, sauf disposition contraire de la Constitution. Sauf disposition contraire de la Constitution. Les dispositions contraires de cette Sauf Constitution. disposition contraire de la Constitution. Article 6, alinéa 6 actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution, une Constitution, pas seulement celle-là, peut poser des principes et apporter des tempéraments à ce principe. C'est ce sauf disposition contraire de la Constitution qui donne sa légitimité à cette réforme. Ça veut dire que maintenant, il y a dans la Constitution un article qui dit qu'il y a un vice-président et que ce vice-président peut être nommé par le président de la République, même si on a dit ici que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect. On a aussi dit, sauf disposition, et disposition c'est au pluriel. Vous comprenez? Non. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Vous comprenez? Il faut qu'on soit très clair. Non. Vous comprenez pas soit très clair. Oui. La même Constitution dit que pour diriger, et vous venez de le lire, Mais c'est écrit. dit que vous devez passer par une élection. Oui. On est d'accord. Mais le vice-président qui va donc diriger le pays sans passer par cette élection, Vous escamotez, c'est prévu parce qu'on vous dit, voilà l'article 2. Oui, qui dit On vous dit, les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection, suffrage universel, direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Voilà. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce qui est fait est conforme à la Constitution. C'est là le faussaire. Ah oui, ce n'est pas la roublardie, c'est dans la Constitution. Je comprends bien, C'est bien, et je n'ai pas fini, ne prenez pas la parole, je n'ai pas fini mon Allez-y, professeur, propos. je l'avais dit. Sur Non, laissez-le finir. la légitimité, ce problème est réglé. Maintenant, la vice-présidence, Oui. qu'est-ce que ça règle? Mais il faut que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Oui. Ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Pourquoi? Ils ne sont pas cohérents parce qu'ils ont entretenu de part et d'autre au sein du système gouvernant, comme dans l'opposition, comme dans l'opinion publique, un faux débat sur les hautes instructions. En faisant croire que les hautes instructions étaient purement fictives. Ça, c'est le premier faux débat qu'ils ont eux-mêmes institué. Ils ont institué un deuxième faux débat en disant que la procédure par laquelle le président du Sénat exerçait l'intérim avant l'organisation de nouvelles élections n'était pas suffisamment claire. Ils ont continué en disant que le Cameroun pourrait connaître des problèmes de stabilité et certains même, vous le savez, demandaient, même si tout le monde n'était pas d'accord là, j'en conviens, l'institution de ce qu'on appelle un dauphin. Ensuite, pour finir sur ce point, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile, Paul Biya est ceci. C'est le vice-président qui va rajeunir. Attendez. Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile. Donc, on a besoin de dispositions institutionnelles qui nous rassurent sur la continuité et la stabilité de l'État. Et l'exposé des motifs de la présente réforme revient sur cela, sur ces éléments qui entendent, avec l'institution d'un poste de vice-président, renforcer la stabilité et la continuité de l'État. On va pas ça. Maintenant, mettre fin à la vacance. Non, la vacance, c'est que vous dites tellement intéressant, mais ça, le résultat de votre équation, c'est que on met fin à la vacance. non, là c'est même plus complexe. En relation avec l'intérim. Non, c'est même plus complexe. Oui. C'est plus complexe, pourquoi? Je te Parce qu'il y a confirme. maintenant deux chemins. Voilà. Il y a deux chemins là où il y en avait un seul. Très bien. Il faut l'illustrer. Il y a le chemin de l'intérim Très bien. C'est là où je qui vous attends. fonctionne si le vice-président n'est pas nommé. Parce qu'on a dit peu. Vous comprenez?
On n'a pas dit droit. On peut ne pas nommer un vice-président. Donc le président peut ne pas nommer un vice-président. Là, la roublardise institutionnelle. Oui, vous pouvez appeler ça roublardise institutionnelle. Ça, ce sont des opinions. Nous sommes dans la forme. Nous partons sur l'analyse des normes. Nous partons sur l'analyse des normes. Le reste, là, c'est des opinions. C'est des commentaires d'opinion. Que nous allons d'ailleurs faire. Donc, l'autre chemin, dans le cas où on nomme donc un vice-président et qu'il intervient dans un empêchement définitif, il n'y aura plus de vacances. Et il n'y aura donc pas d'intérim, puisque le vice-président étant nommé et que la Constitution dit que le vice-président assure la continuité du mandat, le vice-président va assurer la continuité du mandat. Merci pour ça. Pour donc terminer sur un élément donc pragmatique, il faut que les gens soient cohérents. La Constitution du Cameroun est une constitution présidentialiste. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les régimes présidentialistes sont des régimes dans lesquels les normes, les institutions sont organisées de telle manière qu'au sein de l'État, la fonction la plus importante et qui domine nettement l'équilibre institutionnel, c'est le président de la République. Donc le Cameroun est un royaume en tout petit. Appeler ça mais ce n'est pas ce qui est. Dans la Constitution, le Cameroun n'est pas appelé un royaume, c'est une république. C'est une république. Mais dans les républiques, il y a différents types de républiques. Il y a des républiques, c'est le droit constitutionnel, ce n'est pas le propos. Le régime présidentiel. Qu'est-ce qui distingue le régime présidentiel du régime présidentialiste? C'est que dans le régime présidentiel, le président n'a pas l'initiative de loi. Alors que dans le régime présidentialiste, le président partage l'initiative de loi avec le Parlement. Vous confirmez donc que pour le cas du Cameroun, c'est seul le président Paul Biya qui dicte la loi. Oui. Ce n'est vous personnalisez. Vous dites finalement. Non, je ne dis pas ce que vous dites. Moi, je parle sur la base de l'analyse des institutions. Je ne pose pas le problème. C'est Paul Biya, c'est ici. Mais le Parlement ne propose jamais de loi. Apparemment, Paul Biya fait ce qu'il veut. Paul Biya ne fait pas ce qu'il veut. Et pour le mandat des députés qui de proroger. C'est dans la Constitution, article 15, alinéa 4. Vous parlez de quoi? Il ne faut pas. C'est dans l'article qu'il a prorogé. Il s'est levé le matin. Comme il avait mal mangé, il allait proroger. C'est dans la Constitution. On l'a compris. Allez-y, quand j'ai pris la parole d'entrée du jeu, quand vous l'avez passé, j'ai parlé de théâtre au Parlement camerounais. Et j'ai encore le sentiment que votre plateau est une grosse scène de théâtre. Et j'ai envie s'il vous plaît, en regardant mon collègue Roland qui est dans les yeux, j'ai envie de rappeler ce que je disais à mon aîné Issa Chiroma. Grand frère, expliquez-moi comment est-ce que en matinée vous pouvez dire une chose et l'après-midi vous dites exactement le contraire. Et vous la soutenez mordicus avec force des arguments, sans froideur. Le contraire, c'est quoi? J'ai envie de regarder. Je vous regarde mon collègue dans les yeux. Oui, regardez-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi qui a fait quoi? Petit frère, qui a fait quoi? Oui. Qui nous disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel. Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Vous écoutez mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Souffrez que j'ai d'abord par avoir une bonne audition. Pourquoi vous m'étouffez? Je ne vous étouffe pas. Amphi n'est pas anti. Il faut dire les choses qui sont authentiques. Amphi n'est pas anti. Amphi n'est pas anti. Commençons par là. Vous avez mal aux oreilles. Je peux vous montrer. Celui qui a mal aux oreilles dit ce qu'il a entendu avec son. Vous avez mal entendu. Je vous l'accorde.
Mais je dis que hier, encore, avec mon mal d'oreille, j'entendais celui qui est en face de moi dire que dans une vidéo qui date de un bout de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Onanguilé 1. Le convoi qui parle. L'État. C'est le convoi qui parle. Qui devient convoi du RDPC, c'est un convoi de combien? Le grand défenseur. Convoi du RDPC, c'est un convoi de combien? Il faut continuer. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de notre c'est un convoi de combien? Nos étudiants nous regardent. Les étudiants regardent, mais qui disent des choses qui sont correctes, ça, ils se rejettent comme ça, on a gagné. Vous avez la parole. Nos étudiants, c'est un convoi de droit qui parle. Je parle de l'autre. C'est pas agréable quand voilà. Vous avez la parole. Nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment c'est la Constitution. Vous avez dit c'est la Constitution. Alors que la seule équipe. C'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit accepter le mensonge. Les gens sur le plateau. Un recteur doit accepter le mensonge. Tu commandes tu commandes le chef un collègue comme ça. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez. Nous allons encore attendre. Chers invités, nous sommes là dans un débat. Très sérieux. S'il vous plaît, nous parlons là d'un tournant décisif de l'histoire du Cameroun. Et j'ai fait appel sur ce plateau à ceux qui maîtrisent non seulement le droit, la science politique, mais également l'anthropologie. Permettez à ceux qui nous regardent de retenir quelque chose. Quand quelqu'un a la parole, on offrait d'abord de l'écouter et vous pouvez répondre. C'est le procès Nkoumvo qui a la parole. Il la reprend et il chutera. Merci. Après avoir fait ces observations, on revient donc sur terre. Et votre question, c'est laquelle? Ma question était celle de savoir si en réalité, nous n'assistons pas là à un coup d'État constitutionnel. Le coup d'État au Cameroun est permanent. C'est ça. Pas seulement le coup d'État scientifique dont parle souvent mon collègue Ami Sangayandi. Le coup d'État est permanent. Le coup d'État, on l'a connu en 2008, lorsque le verrou de la législation à la suite des accords de la tripartite, accepte que le mandat présidentiel sera de 7 ans, renouvelable une fois. Donc, M. Paul Biya, en 2008, voilà, procède à un coup d'État institutionnel. Le coup d'État n'est pas que militaire. Et il se présente aux élections en 2011, en toute illégitimité, mais c'est vrai pour rejoindre mon collègue Ouna, en toute légalité, pour dire que, allons d'abord sur le débat. Le débat que nous avons sur ce plateau, il est un débat juridique, un débat politique, mais également politique, un débat anthropologique, encore là-dessus. Parce que s'il faut que nous parlions de politique, qu'on nous ramène chaque fois dans la légalité, dans le droit pur. Le débat n'est pas là. C'est le juriste qui dit ça. Le débat ici, il est politique. C'est le juriste qui dit ça. Mais est-ce que je peux continuer, monsieur le recteur? C'est le juriste qui dit ça. Vous êtes sérieux là? Ça ne marchera pas. Je vais continuer à mon propos pour dire que, et répondant à votre question, le coup d'État est permanent. Ce qui vient de se passer là, c'est un coup d'État. Mais le coup d'État par décret. Non. Est-ce que le poste de vice-président, en l'état actuel des choses au Cameroun, règle un problème? Absolument rien du tout. Au contraire. Si le président de la République a donc eu intérêt à mettre sur pied un vice-président. C'est de la roublardise politique. C'est de la méchanceté politique. Est-ce que le président Paul Biya, de manière très subtile, est déjà en train de faire ce qu'il avait d'abord refusé de faire lorsqu'il disait que le terme dauphinat sonnait? C'est ça que je dis. Le président est déjà en train de vouloir mettre sur pied un dauphin. Oui, tout à fait. Il nous avait dit en 2007 que le terme dauphinat à France 24, que ce terme-là sonne mal dans une république. Parce que le Cameroun n'était pas dans une démocratie. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais nous sommes en plein dans la monarchie. Et je rejoins
Owana Guinée 1 qui disait le Cameroun est le gouvernement perpétuel. Le Cameroun est une monarchie. Là, je n'ai pas mal aux oreilles, c'est bon. Oui. Là, c'est vrai. Mais le présidentialisme, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le présidentialisme, monsieur? Je n'ai pas dans ces débats. La matrice du Cameroun, c'est là où je vais venir. Le vrai débat, nous rentrons à l'université. Vous faites de la démagogie. Nous rentrons à l'université. Aujourd'hui, aux téléspectateurs qui veulent comprendre. Je suis en train de dire que l'institution d'une vice-présidence est une roubladise parce que la constitution dont on parle ici a prévu celle qui est en vigueur en ce moment a prévu des mécanismes de dévolution du pouvoir et c'est clair lorsque vous choisissez la situation qui vous arrange. Mais est-ce que je peux continuer? Allez-y, professeur Nkouvando. Il n'y a aucun vide juridique en dehors de quelques détails qu'on peut donner qui peuvent mettre en mal la mise en œuvre de... Il lui fallut donc simplement faire un toilettage, bien mettre en musique le système de dévolution du pouvoir tel qu'il existe déjà. Nous avons un Premier ministre. Pourquoi la réforme n'aurait-elle pas consisté simplement à dire que si on ne voulait pas de celui qu'on vient de désigner comme président du Sénat, on aurait pu dire, comme cela existait avant, comme d'ailleurs celui qui fabrique les textes aujourd'hui en a bénéficié, en cas de vacances, en cas de décès, en cas de démission, le Premier ministre assure la gestion des affaires courantes en attendant qu'on a fait pour la présidence. C'est ce qu'on a fait pour le vice-président. Purement politique, il faut que nous comprenions bien. On va chuter. Que pour être démocrate, il faut... Non, pour faire la démocratie, il faut d'abord être soi-même démocrate. Le premier président du Cameroun est devenu Premier ministre et par la suite président. À la suite, même pas d'un décret, à la suite d'un arrêté du haut-commissaire Jean Ramadi en 1950. Laissez-moi dire ce qu'il faut. Non, à la suite, il a été élu. Laissez-moi par la chambre. C'est ce que vous... En mai 60. C'est ça le cinéma. En 1950. C'est mon temps de parole. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En 1958, en février 1958, Jean Ramadier vient remplacer Mesmer. C'est à moi que vous apprenez ça. Non. Bon, je rappelle, je dis donc ceci. Il vient avec pour mission de mettre à l'écart André-Marie Mbida qui n'était pas au goût de la France colonisatrice. Et il va au Parlement, organise avec Aïdjo ce que vous appelez le théâtre. C'est vous qui êtes dans la confusion. Et par la suite de ça, Ce n'est pas il un arrêté. Ça va. Jean Ramadier, un arrêté. ça parce que vous au nom de la France, l'investiture de Aïdjo comme Premier ministre du Cameroun. Par la suite, le cinéma que nous vivons jusqu'aujourd'hui est organisé. Le cinéma électoral et Aïdjo. Mais il arrive au pouvoir en Guinée par la force d'un arrêté de Jean Ramadier. Non. Bien, Non. lui aussi. Il arrive au pouvoir par un décret. Dans la majorité parlementaire. Vous aurez le temps de parler. Merci, c'est comme ça. Nous allons passer la parole à quelqu'un. Je finis par là. Chutons rapidement. Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun par la force d'un décret qui fait de lui le premier ministre dans le même loi de révision constitutionnelle, monsieur. Je parle pas des choses qui sont reconnues. Je parle de ma bouche. Vous allez parler avec la vôtre. C'est inacceptable pour des professeurs de 19, c'était. Je suis un homme politique. Je parle politique. Non, monsieur. Vous êtes d'abord un professeur. Non, monsieur. Le débat. Donc, c'est pas politique, la démagogie. Le débat, on voit des histoires. Mais, monsieur,
les yeux de Wolof. Soyez pas sérieux, monsieur Wolof. Monsieur. C'est vous qui l'avez une chose aujourd'hui, vous dites la politique, ce n'est pas le s'il vous plaît, calmons-nous. Nous avons passé la parole au professeur Messanga Nyamding, qui n'est pas là comme simple décor. Je félicite déjà la bonne posture du professeur Messanga Nyamding ce matin. Professeur, je vous passe la parole. Vous pouvez dire ce que vous avez déjà à dire, mais je vous amène sur un autre terrain d'abord. Le terrain, je préfère l'appeler conflit de pouvoir. Depuis un certain temps, on a vu que ça n'allait pas entre le ministre d'État SGPR et le premier ministre chef du gouvernement. Maintenant, nous sommes en train d'instituer un poste de vice-président. Est-ce qu'à un moment donné, nous n'allons pas multiplier les conflits de pouvoir? Quelles seront réellement les missions du vice-président pour que nous n'ayons plus chevauchement? D'abord, pour répondre simplement à votre question, le vice-président va inciter à la consolidation du pouvoir présidentiel. Ça veut dire quoi? Présidentialiste, oui. Je dirais même présidentialiste, si vous voulez. Ça veut dire que ce que certains ont tendance à oublier, dans tous les systèmes politiques, vous avez d'une part ceux qui sont au pouvoir et de l'autre côté ceux qui aspirent à venir au pouvoir. Cette affaire-là, c'est un système politique et une gouvernance moribonde qui veut se ressusciter. C'est-à-dire le président Paul Biya a été tellement affaibli par ses collaborateurs, du moins certains collaborateurs, qui ont commis des gaffes, où il y a eu des dérapages, où il y a eu des abus de pouvoir. Ils se sont mis à rêver. Qu'à un moment donné, je veux que nos compatriotes de l'opposition comprennent que ça ne les regarde pas. C'est un système qui veut se ressusciter. Alors le président estime qu'il y a eu trop de bêtises et trop de dérapages pour prendre le mire la dernière élection présidentielle, qui a été une catastrophe. Moi qui suis biaisé, mais bien sûr. Catastrophe à quel niveau? Mais écoutez, quand vous voyez, prenons même les 36% déclarés à M. Chiruma, personne ne s'y attendait. Avec des grands écrits, encore que ce score est contesté par beaucoup de Camerounais. Donc, ce que je voudrais dire ici, que les opposants s'organisent, qu'ils laissent Paul Biya, qui veut consolider un État qu'il juge lui-même affaibli. Moi, je suis quand même, il faut le dire, je veux qu'on comprenne que c'est leur affaire. Dans un système où on a exclu des gens du comité central comme moi, dans un système où on a nommé après les gens du comité central, dans un système où on a fait des rotations consultatives négatives, le président a souffert à la dernière élection présidentielle. Et aussi, l'esprit même qui incite à cela, c'est que le chef de l'État se dit quand même que j'ai la crise du nozo. Mais ces gens me traînent derrière cette crise depuis 2015. 8000 morts. Ils n'ont rien fait. C'est la dispute des postes. Je vais être vice-président. Je vais être comité central. Avec un comité central où ses principaux dirigeants, secrétaires généraux ont échoué. Je veux qu'on comprenne ceci. Écoutez ce que je vous ai expliqué. Votre question est tellement propre. Que l'opposition ne se mêle pas. Appelez ça cinéma, c'est votre droit. Appelez ça comédie, c'est votre droit. Mais Paul Biya veut ressusciter son système. Et du coup, vous avez quand même de modestes personnes comme moi qui portent une idéologie, ce que j'ai appelé le biyadine idéologie, qui disent que pour nous, ça peut nous aider dans le système au pouvoir. Peut-être de mettre de côté les mauvaises graines. Ça suscite un espoir pour la survie du système. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est Mathias qui a eu raison avant nous. C'est le gouvernement perpétuel. En effet, il a dit, vous comprenez, quand ça vous arrange, Mathias a raison. Ici, quand ça ne vous arrange, il raconte des histoires. C'est ça la vérité. Je vois que la théorie du gouvernement perpétuel de Mathias a duré pour durer. Mathias a dit, il a dit, je le cite, et je te félicite parce que tu as dit la vraiment où me féliciter. Oui, ça vous arrange. Bon, Mathias a dit, durer pour durer. Il a dit, je le cite, et il a démontré que bon. Et alors maintenant, le président est en train de montrer que
la mutation en question ne sera plus celle d'un gouvernement qui veut durer pour durer, mais pour stabiliser le Cameroun. Vous voyez comment j'utilise votre approche? Non, c'est mon point de vue. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que... J'ai envie de réagir. Bon, donc, je pense à un moment donné que l'opposition doit se dire, ce n'est pas notre affaire. Ils ont des éléments objectifs. Le Parlement est prolongé. Quand Mathias nous lit brillamment cet article, je parie que tous les collègues, tous les étudiants, les acteurs politiques qui nous suivent sont séduits dans la mesure où on dit que l'article 2, c'est les représentants de la souveraineté. Peuvent, à la rigueur, je résume, prendre certaines initiatives. Mais il y a élu, il a plein mandat. Mais c'est vrai que les opposants, on doit le dire, du point de vue de la légalité, comme l'a dit madame, les parlementaires n'ont plus de légalité. Sur quelle base? Sur le principe de légitimité. La première légitimité, c'est la légitimité légale rationnelle, monsieur. Oui, basée sur la loi, monsieur. La première légitimité. C'est ça la première légitimité. Non, la légitimité, c'est lorsqu'on est porté par le peuple. Zéro. C'est basique. La loi. Légitimité légale rationnelle, c'est la légitimité je vous dis, Marc Abélès. C'est-à-dire que les légitimités sont portées lorsque vous respectez votre contrat. Je crois qu'on ne va pas revenir sur ces fondamentaux. Vous êtes un brillant professeur. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous nous contrarions sur des choses basiques. Le mandat étant terminé, ce qu'on peut penser à un moment donné. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans ce jeu, chers collègues, monsieur le recteur, vous qui êtes mon patron aussi, il faut le dire, à l'université, on va être confronté au sacro-saint principe de la rétroactivité de la loi. Non. Parce que, permettez-moi. Non, monsieur. Code civil, article 2. Non. La loi ne dispose que pour l'avenir. Non. La loi ne dispose pas que pour l'avenir. Je dis que c'est difficile de défendre le régime Biya. La loi qu'à un moment donné, il faudrait penser que nos élus, même s'il y a des réformes, certains élus, notamment les députés et les maires, on ne pourra pas leur appliquer la nouvelle loi. On est d'accord? Donc vous comprenez que, en attendant donc, le président a mis... Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous êtes un mec quand même. Évoluez pour ça, monsieur. Non, moi je vais être d'accord sur évoluons. Parce que, écoutez, parfaitement, vous avez raison. Je sors des univers où j'ai pris un bain, j'ai renouvelé mon bain scientifique dans la Méditerranée. Les collègues se respectent. Regardez comment je suis fait. Regardez comment il m'a tout fait dans la salle. Et quand je reviens ici, je pense qu'à un moment donné, on doit cesser de nous voir nous disputer, ne pas être d'accord. Même lorsqu'il y a une complexité, parce qu'on a changé de bord, on a changé d'avis, on est quand même d'accord sur l'essentiel. Allons-y, continuons. Alors, par rapport à cela, je dis qu'il y aura des difficultés. Mais en attendant, maintenant l'opposition. J'ai vu cette opposition lorsque M. Chirouma a revendiqué une victoire plus ou moins discutable, mais c'est de solidarité de Chirouma. Où est-il l'inconvénient? Qu'est-ce que la opposition vient chercher? Le pouvoir se consolide pendant que vous hésitez toujours les opportunités pour bavarder. T'avais la roubladise, il me coupe. La tricherie. Est-ce que Mathias, vous comprenez? Arrangez-vous là-bas. C'est que je veux dire. Est-ce que je peux parler? Allez-y, professeur, mais ça. Sur beaucoup de choses. Non, c'est ce que j'ai dit. Professeur, mais ça va chuter. C'est que, n'attendez pas seulement les actes où le président Paul Biya veut consolider son pouvoir pour vous réveiller. Vous devez d'abord vous poser la question comment entre vous l'organisation peut se faire, parce que ce qui m'a choqué, moi qui suis biaïste, c'est que lorsque Chirouma était en difficulté, on n'a pas vu Kamto dire que vraiment on ne doit pas mettre les snaps sur le toit de Chirouma. Moi, je peux vous dire que... Est-ce que ça répond encore Bravo, je réponds à votre question. Quand on n'a rien à faire là-dedans. Non, parce qu'il a opéré une sortie. Sur la réforme constitutionnelle. Oui, il a opéré une sortie. Il a dit que c'était un coup d'État constitutionnel. Il a dit que c'était un coup d'État constitutionnel. Et il a réussi. Il a d'ailleurs dit que RDPC a eu peur viscérale. Alors, ce que je suis en train de démontrer, c'est épistémologique. C'est-à-dire que, vous savez, monsieur Parfa ici, je suis un scientifique qui va beaucoup plus loin parfois. Ce que je veux démontrer, c'est qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent quand Paul Biya, qui est aux affaires, est en train de consolider son pouvoir. Et que ce qu'ils ont à faire, l'opposition devait mener une réflexion
comment arriver à un moment donné à une alternance électorale qui va arriver. Alors, moi je pense que je suis là-dessus. Oui. Je suis là-dessus. Je pense que, pour répondre maintenant à votre question, le président Paul Biya est aujourd'hui ce que les latins appellent Deus ex machina. C'est-à-dire que la machine du renouveau, c'est une machine qui a accouché beaucoup de dieux. Et si vous allez dans cet adage, bien connu par mes collègues, Deus ex machina, vous allez comprendre que le Jupiter constitutionnel camerounais, vous savez que Jupiter, c'était le dieu romain, est en train de penser que il est temps qu'il reprenne ces choses en main. Je veux bien me faire entendre. C'est l'affaire du président Paul Biya. A-t-il une légitimité? On reprend les choses en main après 43 ans de pouvoir. Bah alors c'est là où le jeu politique va se jouer. C'est là où ça va se jouer parce que enfin il s'est dit, si au regard de tout ce que j'ai constaté comme dysfonctionnement, je repars vers un enclave, vers le modèle communautarisme que j'ai longtemps initié, avec des gens qui m'ont trahi et qui ne pensent que à la rupture, est-ce que Paul Biya n'est pas en train de dire, in fine, je vais trouver le moment à travers ce vice-président pour rendre au peuple sa légitimité en posant des actes convenables. Merci. Hein. Dans un pays où avant de repasser la parole, dans un pays où les gens font n'importe quoi, dans un pays où les suprémacistes qui occupent les fonctions de pouvoir et d'édition ont bousillé l'image de Paul Biya, je voudrais, sans mépris pour les opposants, leur dire que cette affaire ne vous regarde pas. C'est un système qui veut renaître de l'intérieur. En attendant de l'autre côté, vous qui êtes opposants à ce régime, organisez-vous. Avant de passer la parole à Maître Nouga et à Madame Abega, lisons d'abord ces milliers de contributions. Hein. Bonjour, mon modérateur préféré. Le capitaine Ibrahim Traoré a raison quand il dit que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Il suffit de voir ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, où le peuple est méprisé. C'est Abdul Karim depuis l'Arabie Saoudite qui envoie cette contribution. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération et à tout un riche panel. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent que le poste de vice-président est une roublardise déconcertante. Vivement que Méon 2 respecte sa casquette de vice-recteur. Il ne peut pas traiter les autres panélistes d'incohérents puisqu'il est intellectuel le plus... Bon, d'accord. Un autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit là? Merci. Bonjour Monsieur Parfait, ici le modérateur des modérateurs. Bonjour à votre illustre panel. Vraiment pour ma part, je ne vois pas où est le problème avec ce poste de vice-président, qu'il soit nommé ou pas. Même certaines grandes nations ont eu à nommer des vice-présidents. Merci professeur Messanga, vous avez tout dit. C'est un message qui nous venait de l'Angleterre. Hein. Un autre message ce matin qui nous vient du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Parfait, ici très belle émission. Je suis satisfait de ce que tu proposes aujourd'hui. Ici toujours génie. La question que tu as posée au professeur Messanga, à savoir, le président de la République est élu par son peuple. Donc si le vice-président est nommé et constate la vacance du président, il devient automatiquement président. Je pense qu'il faut qu'on explique bien cela aux populations. Sinon, ça va chauffer au moment de la vacance du président. Ici, le vice-président serait anglophone ou francophone. Et ce vice-président qui sera président en cas de vacances, lui aussi, à son tour, va nommer un deuxième vice-président, dont deux vice-présidents nommés. Je veux la réponse du professeur Messanga. Ici, il y a des colons au Cameroun. Mathias Ouenangini, 2, est un colon. Mes salutations spéciales au professeur Confondor, son fils Ibrahim depuis Marseille. Bonne continuation, que le Seigneur bénisse tes émissions et tes invités. Nous prenons encore 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Bonjour, la team Libre Expression. Merci au directoire d'Info TV avec ce panel professoral qui, bien qu'étant juriste académicien, n'arrive pas à s'entendre. Difficile de défendre le RDPC et son poste. Je peux comprendre le professeur Ouenangini avec sa politique du chaos et du comalan. Un brillant professeur qui veut jouer au clair. Pourtant, du sang bassa coule dans ses veines.
Pardon. Merci pour la contradiction dans le débat. Merci au sac de modérateurs. C'est Benjamin Yomok depuis Limbé qui envoie cette contribution. Bonjour parfait ici et bon dimanche Pascal à tous sur le plateau. Mon interrogation va à l'endroit du professeur Owona. Et qui est celle de savoir le problème que le poste de vice-président résout en ce moment, étant donné que nous sortons d'une élection présidentielle il y a 6 mois et on a passé le temps à nous convaincre que le président était toujours en état de briguer un nouveau mandat. Une autre contribution ce matin. Bonjour le plateau. Dernièrement, j'ai parlé des prétendus intellectuels camerounais qui me font rire. Votre plateau a éclaté des rires. Mon fils a ici, moi, Bilon Bikak, il y a de cela 1 an, j'ai demandé aux Camerounais de nous dire qui d'un président de la République ou d'un parlement est le plus fort. J'enseigne donc aux Camerounais qu'un président de la République ne change pas les lois d'un pays. Ce sont les députés et les sénateurs qui peuvent le faire. Destituer, ce sont eux qui peuvent décréter d'un vice-président ou pas. Figurez-vous que John Frondi, Bello Bouba, Issa Turoma, Kamto et Tessera avaient ce pouvoir de se débarrasser de Paul Biya, mais ils sont plutôt partis manger et boire au lieu d'aller se faire la majorité au Parlement. De quoi se plaignent-ils alors qu'ils avaient tous les leviers en main pour le faire? C'est un bon Bilon Bikak qui envoie cette contribution. Nous repassons la parole à Maître Nouga, mais également